Aujourd'hui, on date l'univers à 13,8 milliards d'années. Quand on poursuit le film dans l'autre sens, on voit qu'on va vers un univers de plus en plus vide, de plus en plus froid, de plus en plus mort. Tous les gens qui s'intéressent à la gravité quantique ont derrière l'idée un scénario pour savoir en fait comment ce Big Bang n'est plus un mur, mais est le passage d'un scénario à un autre. Est-ce qu'il n'y a pas des cycles, par exemple, que l'univers va par un moment se recontracter? Est-ce qu'il ne pulse pas? C'est quelque chose qui doit renverser votre esprit. Jean-Philippe Uzan, merci d'être avec nous. Vous publiez Une histoire populaire de l'univers, un livre passionnant, rédigé comme un voyage à travers l'univers, un voyage qu'on va refaire avec vous. Vous êtes directeur de recherche au CNRS, spécialiste de la cosmologie. Par quoi on commence quand on veut parler de l'histoire de l'univers? Et oui, c'est la grande difficulté, parce qu'on a deux solutions quand on a une histoire, c'est soit on commence par le début, soit on commence par la fin. On pourrait commencer par n'importe quelle page, mais le premier point, c'est de rebondir sur ce que vous venez de dire, ces histoires d'origine. Pendant longtemps, on a pensé que l'univers était éternel et immuable, qu'on ne savait pas si les étoiles étaient là pour toujours, avaient toujours été là. Et donc, on vivait dans un monde qui était assez confortable parce qu'il y avait beaucoup de choses que l'on n'avait pas à expliquer. On constatait que les étoiles existaient, les planètes existaient, nous existions, les molécules existaient, et tout a changé en fait au début du XXe siècle. Donc le 30 décembre 1924. Edwin Hubble annonce à la Société américaine d'astronomie la découverte, la preuve de l'existence d'autres galaxies. C'est une période de transition, de bascule pour notre relation à l'univers en tant que juste qu'être humain, mais aussi en tant que scientifique. Parce que grâce à Hubble, on va ouvrir une nouvelle voie observationnelle, des galaxies qui vont s'accumuler. Donc on va commencer à sonder l'espace extragalactique. Avant, on ne parlait que d'étoiles à l'intérieur de notre galaxie, donc une toute petite banlieue. Et puis d'un point de vue théorique, on va avoir les outils avec les explosions de la physique du début du XXe siècle, la mécanique quantique, la relativité générale. Et donc on a les outils théoriques et observationnels qui nous permettent de commencer à comprendre qu'on va pouvoir étudier l'univers et qu'il y a quelque chose à étudier. Et première surprise dans les années, milieu des années 20, alors qu'Einstein pensait à essayer de construire un univers qui était statique, immuable, parce que hérité de la tradition newtonienne, deux chercheurs indépendamment, Alexandre Friedman, un russe, et puis Georges Lemaître, un belge qu'on appelle souvent le père du Big Bang, réalisent que les solutions les plus générales sur certaines hypothèses pour décrire notre univers est une représentation dans laquelle l'espace se dilate au cours du temps. Et ça, tout de suite, ça va poser des grandes questions quasiment métaphysiques, parce qu'on a une solution mathématique, on voit où l'univers se dilate. Tout de suite, on s'est dit, qu'est-ce qui se passe si je passe le film à l'envers? Si je passe à l'envers, en fait, l'univers se contracte, la matière devient de plus en plus serrée, de plus en plus compacte, de plus en plus chaude. Et vous voyez bien que tous les objets composites qui existent vont être détruits, puisqu'on va être à très haute température, très haute énergie. Donc si je me rapproche de cette origine, je sais qu'il ne peut pas y avoir d'étoiles, il ne peut pas y avoir de planètes, il ne peut pas y avoir d'êtres vivants, il ne peut pas y avoir de molécules, et même il ne peut pas y avoir les atomes qui nous constituent ne pouvaient pas exister. Donc alors qu'on n'a fait aucune observation, la théorie nous dit vous allez être en devoir d'expliquer l'origine des atomes, donc la diversité de la matière, l'origine des molécules, l'origine de tous les astres et l'origine de la vie. Nous devons nous écrire dans l'histoire d'un univers. Alors aujourd'hui, on date l'univers à un âge de 13,8 milliards d'années. Donc c'est un chiffre qui peut paraître énormément grand, mais c'est un chiffre fini. Et pour moi, déjà, c'est quelque chose qui doit renverser votre esprit. Si j'étais philosophe ou si je faisais de la métaphysique, on me dit l'univers a 13,8 milliards d'années, donc se posent ces questions d'origine. Avant ce début, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que ça veut dire ce début? Donc avec des histoires qu'on raconte sur le pape qui aurait vu l'image du Fiat Lux, sur Georges Lemaître qui lui dit non, faites attention quand même, on n'en est pas là, il y a beaucoup d'incertitudes. Mais surtout, c'était religieux aussi. Il était chanoine, donc c'est pour ça. Donc, et il a beaucoup écrit et réfléchi à ces relations entre science et religion. Il défendait un principe de discordance. C'est-à-dire, il disait, ma foi n'implique jamais mon travail de scientifique. Pourquoi? C'est parce que j'ai la méthode scientifique.
Et il disait aussi que ce qu'il comprend sur l'univers n'affectait pas sa foi. Donc vraiment, c'est deux champs qui sont différents. Et quand le pape a fait un peu de concordance, a essayé de trouver dans la fuite des galaxies de Hubble un signe du fiat lux primordial, il a attention. Ça pourrait changer, et imaginons qu'on trouve qu'avant ça, il y a eu autre chose, vous pourriez être en péril. Donc il a toujours porté cette discordance, et je pense que ça aussi, c'est quelque chose de très important, parce que dans les scientifiques, il y a des gens qui ont des croyances différentes. Mais en fait, au moment où vous êtes sur votre sujet d'étude, dans votre expérience, dans vos observations, dans vos calculs, ça n'a pas lieu d'être, en fait. C'est des champs qui sont séparés. Alors comment vous expliquez que quand on veut retracer l'histoire de l'univers, pourquoi est-ce que dans ce cas-là, on la date systématiquement avec un point de départ au Big Bang? Tristan Vey, vous écrivez depuis longtemps également sur ces sujets, vous êtes journaliste. On est d'accord, je ne l'invente pas ça. À l'école, on nous a appris ça. Oui, on nous a appris ça. Et je pense qu'il y a besoin à parler du mot quasiment métaphysique. Je pense que le quasiment, on peut l'enlever. C'est des questions tout à fait métaphysiques. Exactement. On est même au cœur de la métaphysique. Je dirais que c'est par défaut de connaître autre chose. C'est-à-dire que la théorie de l'atome primitif de l'abbé Georges Lemaître, qui est une intuition formidable, de dire que si tout s'étend aujourd'hui et qu'on remonte le film en sens inverse, on doit arriver à un moment où la densité est infinie, etc. Donc c'est pas possible. Donc on a fixé l'idée d'un début, mais aujourd'hui, ça reste une grande question ouverte quand même de la cosmologie. On ne sait pas s'il y a un début ni s'il y a une fin. Et donc, il y a quand même l'envie et l'idée qui émergent petit à petit de savoir est-ce qu'il n'y a pas des cycles, par exemple? Est-ce que l'univers va pas à un moment se recontracter? Est-ce qu'il ne pulse pas? Ce qui serait, à mon avis, un changement métaphysique profond, mais pour lequel dont on a à ce jour pas vraiment de preuves. Le premier signe qu'on a, je trouve, intéressant et qui est très récent, c'est l'idée que peut-être l'énergie noire, donc qui cause l'accélération, l'expansion accélérée de l'univers, qui est une découverte un peu plus tardive encore, c'est que non seulement on grandit, mais on grandit de plus en plus vite. On voit que cette énergie noire, finalement, c'est pas un paramètre fixe, il a l'air d'avoir varié dans l'histoire de l'univers. Ça, c'est une découverte toute récente qui n'est pas confirmée totalement encore, mais qui est très enthousiasmante parce que ça veut dire qu'il y a encore vraiment quelque chose qu'on ne comprend pas du tout et que c'est pas simplement quelque chose de très linéaire, c'est avec un début et une fin inexorable. Il se passe des choses là-dedans qu'on ne comprend pas, et peut-être que derrière ces choses qu'on ne comprend pas, il y a autre chose, cette idée de cycle, les idées multivers, enfin il y a plein de choses possibles. Le futur de l'univers, on en parle dans un instant. Oui, mais juste avant, vous écrivez « Le Big Bang n'est pas l'origine de l'univers, c'est l'horizon de notre compréhension ». Voilà, donc moi en fait je l'aime pas cette image-là, je la montre jamais à mes étudiants. On comprend dans ce livre. Moi ce que j'aime faire c'est de dire que commencer l'histoire de l'univers par ici et maintenant. J'aime retourner cette image. Au lieu de voir la lumière qui partirait d'une structure que je ne sais pas, est-ce que c'est un point, est-ce que c'est autre chose, comme une sorte visualisée comme une explosion, je préfère voir l'humanité sur sa petite planète et la lumière qui converge vers nous de tous les astres et de remonter vers le passé. Parce que ce qui est proche de nous, on le connaît très très bien. Et en fait, l'astronomie, en développant des techniques et des moyens d'observation de plus en plus sensibles et précis, va être capable de détecter des objets de plus en plus lointains. Et ce qu'on a fait au cours de l'histoire de ce dernier siècle, c'est de remonter ce fil du temps. Un peu comme un géologue qui creuse et qui découvre qu'il y a des couches, ou un biologiste qui va comprendre les espèces qui évoluent les unes dans les autres. Donc on reconstruit cette histoire. Et puis, il y a un moment où on n'a plus d'observation. Et bien sûr, pour faire le lien entre les différentes observations, il nous faut une théorie, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose que l'on observe, l'histoire de l'univers. On a des observations qui sont comme un peu les cases d'une bande dessinée, et le lien entre les cases de la bande dessinée nous est donné par la théorie. Et donc, à partir de ça, on crée ce qu'on appelle un modèle, c'est-à-dire une représentation de ce que nous appelons l'univers, et c'est dans l'extrapolation de ce modèle qu'arrive ce fameux Big Bang, ce moment où le modèle ne dit plus rien parce que tout va vers l'infini ou vers zéro. Et vous avez cité Georges Lemaître, pour moi c'est un des plus grands penseurs de cette idée-là. Dès 1931, dans son atome primitif, il dit « Attention, cette extrapolation, elle est pas sous contrôle, parce qu'on remonte, on est à des énergies de plus en plus grandes, mais les années 1930, c'est le début de la physique nucléaire, la mécanique quantique est en train de se diffuser. Il dit, on sait que la matière va être décrite par une théorie quantique, la gravitation d'Einstein est une théorie classique. Il y a un moment où notre modèle, parce que la gravitation n'est plus décrite de façon quantique, on ne sait pas faire, il va y avoir, ça va changer. Donc en fait, c'est l'horizon de ce que notre modèle est capable de dire. Donc en fait, on voit comme un début, on voit comme un bord, mais c'est parce que la théorie, en fait, quelque part, n'est plus apte à décrire la réalité.
C'est un raisonnement par l'absurde, finalement. C'est une sorte de raisonnement par l'absurde, mais c'est surtout ce signal qui peut-être il faut faire passer à tout le monde et surtout aux plus jeunes. Il y a des théories physiques, mais toute théorie vient avec un domaine de validité. C'est-à-dire qu'il y a des situations dans lesquelles ça marche et il y a des situations dans lesquelles ça ne marche pas. Et ce que l'on fait quand on valide une théorie par l'expérience et par l'observation, c'est de déterminer les situations dans lesquelles cette théorie est une bonne théorie pour décrire des phénomènes de la nature. Et ça peut changer, parce que si nos observations commencent à avoir des barres d'erreur de plus en plus petites, eh bien, il peut y avoir des désaccords qui apparaissent avec la théorie et qui vont nous demander d'étendre en fait cette théorie. Et pour comprendre ce Big Bang, peut-être le plus facile, c'est d'imaginer une feuille rectangulaire qui a un bord. Je suis ici, je suppose qu'on vit à la surface de la feuille. Je me déplace vers le bord, donc je remonte l'univers en allant dans une direction. On spatialise le temps. J'arrive sur le bord de la feuille, je ne peux plus continuer. Donc je dis, en fait, il y a un bord. Ça serait mon Big Bang. Imaginons maintenant que j'ai une théorie quantique. Je prends un microscope, je zoome sur ce petit bord. La feuille a une petite épaisseur. Donc je pourrais faire le tour et me retrouver de l'autre côté. Donc, au niveau quantique, cette feuille, elle n'est pas infiniment fine comme on le verrait, comme on a l'impression. Il pourrait y avoir un petit bord, éventuellement, avoir un univers qui continue. Et donc ça veut dire que le jour où on aura une théorie de la gravitation quantique, il est possible que l'on dise, avant d'être sous cette forme, l'univers était sous une autre forme. Et là, il y a beaucoup de spéculations, beaucoup de possibilités. Et c'est un sujet de recherche théorique qui est très, très actif aujourd'hui. Et tous les gens qui s'intéressent à la gravité quantique ont derrière l'idée un scénario pour savoir, en fait, comment ce Big Bang n'est plus un mur, mais est le passage d'un scénario à un autre. D'ailleurs, le terme de Big Bang avait été inventé par Fred Hoyle pour se moquer un peu de la théorie, pour montrer que la théorie, finalement, si on croyait... Lui, il pensait que l'univers était statique. Il disait, voilà, si on prend un univers en expansion, forcément, il faut revenir à un moment où on retrouve cet atome primitif, cette densité infinie. C'est absurde. Ça voudrait dire que tout a commencé dans un Big Bang. Et donc, il avait pris ça un peu par dérision. Il s'avère que l'histoire lui a donné tort d'une certaine manière et que l'idée de Big Bang a prise. Et alors, mon avis assez personnel, c'est qu'il y a quelque chose d'assez... comment dire, on est imprégné de l'idée de la création d'un univers par un dieu, et je pense que quelque part, paradoxalement, l'idée d'un Big Bang, il y a 13,5 milliards d'années, fait un peu écho à cette idée de création d'un univers ex nihilo, et je pense que c'est pour ça que l'idée a prise. Finalement, il y a l'idée qui est la création à un instant donné, elle est métaphysiquement plus facile à accepter que l'idée que ce soit éternel et que ce soit un cycle infini, en tout cas dans notre vision judéo-chrétienne. Peut-être que ce serait différent pour des bouddhistes qui ont la réincarnation et pour lesquels l'idée d'un univers cyclique permanent serait plus... Donc voilà, à la fois la théorie du Big Bang va à l'encontre de la création il y a 6000 ans, mais en même temps, il y a quelque chose qui mais parce qu'on est du même ordre. On a grandi avec ça, c'est pas simplement la Bible, c'est aussi... toutes les mythologies, il y a un moment, il y a quelque chose qui lance une histoire. Parce qu'on a besoin du début d'une histoire et on ne sait pas. Donc même dans un livre, il y a toujours un début, il faut un point de départ. Et ça, c'est un peu troublant, mais on voit que là, on dépasse la science. Parce que si on prend les avis des grands scientifiques, Alexander Friedman, il s'enthousiasme en disant « Enfin, la science va pouvoir parler de l'origine de l'univers ». Arthur Eddington, qui lui est un grand scientifique, on l'a dit, c'est répugnant cette idée-là. Richard Tolman, par exemple, va essayer de construire ce qu'on appelle les univers cycliques. Ils vont essayer de les populariser. Donc, sur le papier, on peut faire des univers qui oscillent. Alors ça nous renvoie à des mythologies plutôt indiennes et ainsi de suite. Et en fait, ce qui est assez marrant, on peut faire presque une carte entre les différents modèles cosmologiques et plein de mythologies qui ont existé. Et en fait, il y a cette frange entre science et métaphysique et cette frontière, en fait, elle se déplace au cours du temps parce que parfois, il y a des questions que l'on peut poser de façon scientifique parce qu'on a des nouveaux outils. Et puis parfois, il y a certaines questions qu'on a étudiées scientifiquement et il y a un moment, on se dit maintenant, on sait qu'on n'aura pas de nouvelles réponses à cette question-là. Et donc, elle sort du champ scientifique. La cosmologie est un cas où c'est vraiment crucial pour une raison de fait, c'est que nous n'avons qu'un seul univers à notre disposition, on ne peut pas le comparer à d'autres univers, et nous sommes dans l'univers. On n'a pas l'univers dans un bocal comme un chimiste et on pourrait refaire l'expérience. On est dans l'univers. Donc il y a un problème de point de vue et il y a un problème de reproductibilité. Et ça met des limites à ce qu'on est capable d'expliquer, mais on ne peut pas faire mieux. Et c'est ça aussi qu'il faut admettre, c'est que la science, c'est pas de répondre à toutes les questions, c'est de donner des questions qui sont des réponses qui sont validées par cette méthode, par l'expérience, par l'observation, et auxquelles on arrive à un consensus communautaire, mais qui va laisser de fait des questions en dehors de son champ.
Et c'est là où je trouve que les choses sont intéressantes. Il y avait une phrase qui m'avait marqué très très jeune de Baudelaire qui en fait évoquait ça. Il disait la certitude astronomique n'est pas si grande que la rêverie ne puisse se loger dans les vastes lacunes non encore explorées par la science moderne. En fait, il nous disait, à un moment donné, on a l'état des connaissances, on a des îlots de choses que l'on comprend, et bien sûr, à la marge, il y a des phénomènes qui ne sont pas compris, il y a des choses qui ne sont pas prouvées, on ne peut pas savoir s'ils seront expliqués dans le futur ou pas, et là, on peut loger de la poésie, on peut loger des croyances, on peut loger de la rêverie. Et il n'y a pas d'incompatibilité entre les deux. Donc ça va aussi dans la direction de Lemaître et de cette discordance. Et le fait qu'on ait des contraintes de cet univers, de ces observations qui nous disent « vous avez raison, vous avez tort », ça invite surtout à l'humilité. Parce qu'on va faire des modèles, on va les confronter, et parfois la nature va nous dire « tu as raison, on est chanceux ». Et parfois elle va dire « tu t'es trompé, ça ne marche pas comme ça ». Ça ne veut pas dire qu'on n'a rien appris, mais on n'a pas eu de chance. Et ça aussi c'est important parce qu'on passe beaucoup de temps à faire des choses qui finissent à la poubelle, et on s'enrichit quand même de ces travaux qui n'aboutissent pas. Et ça c'est quelque chose qu'il faut aussi, dont il faut parler. Quand on évoque le début de l'univers, les mêmes questions se posent si on évoque la fin. Exactement. De l'univers. Alors, dans votre livre, vous évoquez aussi cette question de la fin de l'univers, et vous dites notamment « l'éternité n'a pas de place dans notre univers ». Vous êtes dans un chapitre qui s'intitule d'ailleurs « L'avenir est plus long que le passé ». Vous dites « l'éternité n'a pas de place dans notre univers ». Qu'est-ce que vous voulez dire ? Oui. Alors, parce que c'est dur pour les êtres humains de renoncer à l'idée d'éternité. Ah oui, c'est dur pour les êtres humains. La première chose, en effet, le passé est plus court que l'avenir, ou le futur est plus long que le passé, à cause de ce Big Bang. Donc une fois on voit que au tournant des années 20, on perd la moitié de l'infini du temps. C'est déjà quand même une sacrée révolution dans notre façon de penser. Et ensuite se pose la question de savoir comment tout ça va évoluer. Donc là, on passe d'un modèle qu'on a pu calibrer, vérifier avec des observations, à de l'extrapolation. Il se trouve qu'on a des théories aujourd'hui qui décrivent assez finement le comportement de la matière, donc la physique nucléaire en particulier, la physique quantique. Et on a des théories sur l'évolution des astres. On sait combien de temps peut vivre une étoile. On sait par exemple que notre galaxie, la Voie lactée, il y a 10 milliards d'années, elle formait environ l'équivalent de 100 soleils par an. Elle n'en forme plus qu'un petit soleil par an. Donc en fait, on sait que les étoiles vont disparaître au fur et à mesure. Il va y avoir des naines blanches qui vont se former, qui vont être un peu comme des braises qui vont devenir de moins en moins lumineuses. Et on peut aller vers ce futur-là. Et en fait, quand on va vers ce futur de plus en plus lointain, des milliards d'années, tout ça, les chiffres sont même impossibles à concevoir, eh bien on se rend compte qu'il y a un moment, il n'y aura plus d'énergie dans l'univers. Parce que d'où vient l'énergie des étoiles ? Elle vient de cette... si on est, on va dire, une seconde après ce Big Bang, là on commence à avoir des idées assez fines sur la composition de l'univers. Le seul atome qui existe, c'est l'hydrogène. Donc le noyau s'appelle le proton, c'est une particule. Il y a des neutrons qui vont disparaître ou qui vont se lier avec ce proton. C'est les seuls noyaux que l'on ait. Il y a ça, il y a la gravitation, et puis les forces nucléaires. Qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, cet hydrogène va commencer à se condenser sous l'effet de la gravitation, former des étoiles. Ces étoiles vont transformer de la matière. Donc les premières étoiles sont très massives. Elles vont former les atomes de carbone, d'oxygène, d'hydrogène qui nous composent aujourd'hui. Et puis il va y avoir des étoiles de seconde génération qui vont se former, mais là dans un milieu qui est enrichi, ce qu'on appelle les métaux. Alors ce que les astronomes et les astrophysiciens appellent les métaux, c'est tout ce qui est plus lourd que l'hélium. Donc c'est pas le sens métal vraiment au sens, on va dire, du chimiste. Mais on a les éléments pour faire des cailloux, pour faire des molécules. Et ça, c'est important. Ça veut dire qu'on va commencer à avoir des structures qui ne pouvaient pas du tout exister après. Et il va y avoir notre vie qui va se développer. Donc on voit qu'il a fallu la matière pour que cette vie puisse apparaître. Mais il faut une deuxième chose. Il faut de l'énergie. Toute la vie sur Terre, en fait, est nourrie de la lumière du soleil, à travers la photosynthèse et tous ces cycles en fait biologiques qui fait que la vie peut exister. Imaginons un futur suffisamment lointain où les étoiles commencent à disparaître les unes après les autres, où il n'y a plus d'énergie, il n'y a plus de source d'énergie. Eh bien, il y a un moment en fait où la vie n'est plus possible dans cet univers. Donc en fait, l'univers, aujourd'hui, il faut se le représenter comme une sorte de... On a dit fini d'un côté infini, l'espace et le temps vont continuer à exister, mais il est habitable que pendant une petite frange.
Dans le passé les plus profonds, l'univers est trop chaud, il ne peut pas y avoir de vie parce qu'il n'y a pas d'atomes pour faire des molécules vivantes. Et dans le futur, il n'y aura plus de source d'énergie. Et puis la matière va continuer à se transformer. Et l'état le plus stable de la matière, c'est les noyaux de fer. Donc en gros, si on extrapole, l'évolution ultime de toutes les étoiles se refroidissant et tous les cycles, ça va être en fait du fer, plus les noyaux d'hydrogène qui n'ont pas été utilisés, qui restent dans l'espace intergalactique. Et avec du fer et de l'hydrogène, vous ne faites pas de la vie. Alors c'est dans des temps tellement lointains qu'on ne peut pas les penser. Il y aura d'autres événements avant ça, la fin de notre Soleil, la collision de notre galaxie avec la galaxie d'Andromède, sa plus proche voisine, des catastrophes. Mais ça nous dit surtout que structurellement, si on extrapole le plus possible, eh bien, il n'y aura plus de vie. Mais il faut mettre un petit bémol. Si j'extrapole, comme je suis dans l'extrapolation, des lois de la nature que je connais et qui ne sont pas bouleversées par des nouvelles incertitudes. Alors, vous mentionnez ces questions sur l'énergie son. Il est possible, si selon les propriétés de cette énergie, que ça change un petit peu la façon dont les choses vont se passer. Mais il faut bien se rendre compte que tout ce qui existe ici nous vient de cette ressource d'énergie primordiale qui est dans l'hydrogène, de l'énergie nucléaire, et que tout ça est processé grâce à la gravitation. Et ça, pour moi, c'est fondamental, parce que, pour reprendre les mots, on a cité Hubert Reeves, qui l'a adapté de Carl Sagan. Nous sommes des poussières d'étoiles, donc toute notre matière nous vient du fonctionnement de ces astres. Et donc, on a une filiation cosmique. Et puis, l'énergie qui nous nourrit chaque jour nous vient du Soleil. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est important. Et on voit en fait qu'on est sur une sorte de fine crête où la vie est possible. Et ça, c'est quelque chose avec lequel on doit vivre. On doit vivre et on ne peut pas le nier. C'est-à-dire que c'est là aussi où tout le constat sur l'évolution de la planète, la climatologie, rentre en fait dans une histoire beaucoup plus longue qui est l'histoire de notre système solaire, dans notre galaxie, dans l'histoire cosmique. Et tout ça est lié en fait. Jean-Philippe Uzan, j'aimerais à présent vous emmener sur un sujet plus personnel. Regardez cette image. La Voie lactée. Dans votre livre, vous dites que vous êtes couché dans l'herbe, vous êtes tourné vers une constellation en particulier et que c'est là que vous avez pris conscience de la gravité, la loi de la gravité. Alors c'est une expérience de la vie. J'étais en colonie de vacances en Corse, on faisait un camp itinérant, on s'est couché dans l'herbe. Il y a un des monos qui a dit un truc vachement profond en fait. Il a dit essayez de vous laisser absorber par l'espace. Et c'est vrai, on est dans l'herbe, on est entouré comme au planétarium et on se laisse absorber. Comme ça, on essaye d'oublier un petit peu son corps, d'imaginer que cet espace est sous vous. Et en fait, si on réfléchit un peu, il y a un moment, surtout si on ne réfléchit pas, il faut arrêter de réfléchir, si on ressent, qu'on imagine cet espace, qu'on bascule la Terre, on voit l'espace au-dessous et on est retenu au plafond comme un aimant sur un frigo. Et ce qui nous retient sur la Terre, c'est la gravitation. Je connaissais un peu la gravitation, parce on avait ça au programme de lycée, Newton et tout ça. Mais c'était la première fois que je ressentais physiquement l'effet de la gravitation. Et il y a eu comme un vertige, en fait, parce que pendant un moment, on se dit, mais en fait, on pourrait tomber dans cet espace. Et je crois que c'est un moment qui a été vraiment important, parce que au-delà des équations, on se dit que toutes ces choses dont on parle, elles existent vraiment dans la nature et elles nous offrent un vertige. Mais alors c'est amusant parce que j'ai une expérience un peu similaire, mais pas tout à fait identique. Alors je sais qu'elle m'a été suggérée par un vulgarisateur. Je me demande si c'est pas Hubert Reeves. J'avais les CD de son livre quand j'avais 13, 14, 15 ans. Et je m'endormais avec la voix d'Hubert Reeves qui racontait l'univers. Et je crois que c'est lui qui suggérait de se mettre dans un champ en été, de se mettre par terre allongée et d'imaginer la Terre qui se déplace dans l'univers et l'idée qu'on se déplaçait avec elle. Et de m'imaginer emporté comme ça à des centaines de milliers de kilomètres heure à travers le système solaire et d'avoir ressenti aussi ce vertige. Donc la même idée d'un coup de se dire qu'on est sur le vaisseau Terre, qu'on est emporté à une vitesse faramineuse. Et j'ai ressenti ce vertige à un moment un peu presque comme dans une montagne russe, quoi, de se dire Et je trouve qu'elle est très intéressante, même pédagogiquement, cette image, parce que dès qu'on voit la Terre comme ça, on regarde vers le Sagittaire, on sait que c'est le centre de la Voie lactée. La lumière que l'on voit,
on sait qu'elle a été émise il y a 30 000 ans. Et après, on se projette, on dit, il y a 30 000 ans, au moment où cette lumière a quitté le centre de la Voie lactée, sur Terre, eh bien, il y avait quoi ? Il y avait des hommes préhistoriques, c'était l'époque de la grotte Chauvet. Et donc, on est connecté à travers l'espace et le temps, et parce que la lumière a une vitesse finie, et on se rend compte que l'astronomie, en regardant ces étoiles, c'est aussi une machine à remonter le temps. Plus on va regarder loin dans l'univers, plus on va remonter le fil du temps. Donc ça, c'est la dimension temporelle de la cosmologie, ce fil qui va nous permettre de comprendre l'histoire de l'univers. Donc ça, pour moi, c'est important. Et la perte de repères, puisqu'après, on se rend compte qu'on pousse un tout petit peu plus, que tout bouge par rapport à tout, et qu'il n'y a pas de point fixe. Et que ça a été aussi un des moteurs de la révolution physique, parce qu'on cherchait un référentiel pour décrire les mouvements, et à un moment, il n'y a pas de point de référence, il n'y a pas d'espace de référence. Il va falloir changer notre façon de parler, en fait, de l'espace, du temps. Et voilà, s'allonger, regarder les étoiles et ressentir ce vertige, c'est également le point de départ de cette émission. Merci beaucoup Jean-Philippe Uzan. Je rappelle la sortie de votre livre Une histoire populaire de l'univers, c'est chez Flammarion. Et nous, on se retrouve très vite dans un prochain épisode du Planétarium du Figaro.